Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va s'exprimer sur l'affaire d'IFK, bien évidemment. Alors, j'en ai fait plusieurs de vidéos où j'ai analysé un peu les révélations qui sont sorties. Voilà, j'ai fait quelques découvertes, je vous ai transmis. Il y a beaucoup de choses qui sont inédites, donc n'hésitez pas à voir mes précédentes vidéos sur l'affaire d'IFK. Et là, on va écouter, comment elle s'appelle, Candace Owen, qui s'exprime aussi sur certaines thématiques concernant JFK et ce qu'il en est. C'est incroyable de voir que tout est dit. Hein. Tout est dit, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder. Donc... elle va s'exprimer, alors c'est traduit en français, donc on va regarder ça ensemble, et c'est juste intéressant. Moi je l'avais regardé en direct quand elle s'est exprimée en anglais, là c'est mieux parce que c'est en français, parce que parfois dans des points techniques, mais elle va expliquer en fait dans l'affaire d'IFK que c'est l'influence amisraélienne qui est derrière, et comment Amisraël manipule les gens. C'est juste exceptionnel. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement, soutenir la chaîne et ne pas hésiter à faire des dons sur Tipeee. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer les enfants. Ok? Alors, on démarre. Important avant de démarrer, de contextualiser, c'est Donald Trump qui a révélé, qui a déclassifié ces dossiers-là. Candace Owen, comme Tucker Carlson, comme tant d'autres, ce sont des Américains. Ils pensent aux intérêts américains, non pas aux intérêts de telle ou telle nation. Ils pensent aux intérêts américains. Hein. Et donc, forcément, ils ont un problème avec tous ceux qui les manipulent ou prennent leur argent. Donc voilà, donc forcément, il y a un problème avec Amisraël. Hein. De base, Trump, Candace Owen ou tout ça n'ont aucun souci avec Amisraël. Mais c'est le fait, hein. C'est eux qui manipulent les États-Unis. Et donc c'est pour ça qu'ils ont une problématique. Il faut savoir que Candace Owen, Tucker Carlson, etc., ils sont en train de dénoncer l'État d'Amisraël. Alors que c'est des proches de Trump, ce qui permet de comprendre un petit peu mieux la pensée de Trump. Elle va aussi dénoncer le fait que avant de lutter contre ces problèmes de JFK, de lutter frontalement contre Amisraël et son influence, tu vas t'opposer à un mur extrêmement puissant. Et donc, Candace Owen explique et montre qu'en fait, la même chose qui s'est passée avec JFK s'est passée avec Trump. Et donc, en tant que tel, il faut d'abord éliminer les réseaux, les tentacules, avant de s'attaquer au noyau. Bref, on démarre tout de suite et je réagis au fur et à mesure de la vidéo. C'est parti. D'accord, vous tous, un joyeux jeudi. Je vous ai promis que je ferais un épisode sur les fichiers JFK. Eh bien, ce n'est que le début. Et ce que je peux vous dire en une phrase, c'est que les théoriciens du complot, nous avions encore raison. Comme toujours, il semble de nos jours... Tucker Carlson avait certainement raison lorsqu'il a déclaré qu'il était qualifié de théoricien du complot. Ces jours-ci, cela signifie simplement que vous êtes éduqués au-delà des médias traditionnels et du système éducatif public qui rend tout le monde bête. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore lu Chaos et qui ne sont pas membres de notre club de lecture, nous allons vous plonger dans l'univers de JFK, le terrier du lapin, le début de tout ça. Bienvenue de retour à Candace. On va avancer, parce que là, ça, c'est son intro. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ce que cela signifie en ce moment, c'est que si vous êtes un citoyen juif américain, il est vraiment grand temps que vous compreniez que vous n'avez aucune obligation à continuer de défendre l'État d'Israël, d'accord? L'antisémitisme ne se produit pas lorsque les gens jugent l'État étranger d'Israël. Il faut le dire dès le départ, n'est-ce pas? Je devrais faire en sorte que tout le monde se lève maintenant et fasse le serment d'allégeance à l'ancienne, comme si vous étiez dans votre classe de 5e. Je fais le serment d'allégeance au drapeau des États-Unis d'Amérique. Là, en fait, ce qu'elle est en train de faire, elle dénonce. Alors, je sais pas s'ils ont tout traduit, hein, parce que je vois que la vidéo est plus courte, mais en anglais, alors peut-être ça va le dire après, hein, c'est de mémoire. Elle explique que elle trouve ça choquant que dès qu'on essaye d'aborder le sujet de JFK, bizarrement, t'as tout plein de comptes avec un drapeau ukrainien et israélien de sionards. C'est tous les sionards, tout le lobby sionard, les médias sionards qui vous tombent dessus. Circulez, il n'y a rien à voir, l'Iran. Donc, elle dit, c'est bizarre quand même qu'ils s'excitent comme ça. Ensuite, elle dit, mais arrêtez de nous accuser d'antisémites. On critique l'État d'Amisraël. Pour moi, l'État d'Amisraël n'a pas existé, c'est ce qu'elle dit. Mais ça n'a strictement rien à voir avec
avec les juifs. Tu es juif américain, tu dois être fier des États-Unis, tu es un Américain. C'est tout, hein, point barre. T'es pas... L'État d'Israël, il vient d'être créé il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc arrête, tu vois, encore une fois, vous avez été manipulé, on a été manipulé, mais voilà, c'est ce qu'elle dit en somme. Et à la République pour laquelle il se tient, une nation... Je résume. Hein. Allez, on poursuit. Pas sous Israël, pas sous chantage, d'accord? Comme nous sommes tous pareils, nous sommes américains. Et la seule raison pour laquelle vous avez cet instinct, surtout en tant que juif américain, c'est qu'il y a cette crise existentielle qui a été ancrée en vous depuis votre jeunesse. En fait, vous avez été endoctriné à croire que soutenir cet État est existentiel, vraiment. Comme vous allez mourir si vous ne le faites pas. Et nous avons tous ces choses. C'est cool. Nous avons tous été endoctrinés dans notre jeunesse. D'ailleurs, hein, en France, vous le savez, hein, c'est souvent ces phrases-là, si Israël tombe, l'humanité tombera. Hein. L'Occident tombera, l'humanité tombera, l'univers, les galaxies tombera, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, on voit bien qu'on est endoctriné petit à petit à soutenir Mordicus Am Israël. Enfin, c'est pas méchant, mais l'Empire romain s'est effondré, l'Empire musulman s'est effondré, l'Empire numide, l'Empire algérien s'est effondré, l'Empire chinois s'est effondré, l'Empire russe, austro-hongrois s'est effondré, etc. Et puis l'humanité, elle a toujours continué à avancer. Donc, faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des teubés, quoi. Enfin, c'est bon, faut arrêter. Tu vois. L'Empire portugais qui contrôlait le monde, il s'est effondré. Voilà, c'est bon, on n'a pas fait tout un pataquès, hein, c'est bon. On n'entend pas, excusez-moi de vous dire ça, on n'entend pas les Portugais nous faire riech à longueur de journée. Tu vois. Oui, ils ont dominé le monde maintenant. Le Portugal, c'est le Portugal. Et c'est très bien, tu vois, c'est bon. Faut arrêter. Incroyable, tu vois. Et c'est un peu l'ingénierie sociale de la salle de classe pour nous rendre vraiment craintifs. C'est la raison pour laquelle les femmes disent « Je soutiens Planned Parenthood parce que je pense que les hommes vont me prendre mes ovaires si je ne le fais pas. » Et puis, tu vieillis un peu et tu te dis « Attends une seconde, ça n'a vraiment pas de sens. Pourquoi ai-je peur du patriarcat? C'est juste un système éducatif basé sur la peur. » Quoi qu'il en soit, commençons par le début. Elle parle du féminisme. La traduction n'est pas top là, parce qu'elle critique le féminisme. Elle dit t'as des femmes qui sont là, ou t'as des hommes qui critiquent le féminisme, etc. et ainsi de suite. C'est comme par exemple, tu leur dis que tu es contre le wokisme. Par exemple, tu es contre le wokisme, tu es contre le machin. Ah oh mon Dieu, tu veux ouvrir des camps, tu veux tous nous massacrer. Oh, calme-toi, détends-toi, tu vois. J'ai dit que j'étais contre le féminisme tel qu'il est actuellement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens de mettre les mêmes salaires pour un homme et pour une femme. La femme, elle travaille combien d'heures, tu vois? Elle travaille 20 heures, le mec, il travaille 35 heures. Tu peux pas mettre le même salaire. Réfléchissez, tu vois. Ça n'a pas de sens. C'est comme souvent quand on dit les femmes touchent moins que les hommes. C'est interdit par la loi. Hein. Alors je vous explique, hein. Si vous travaillez dans une entreprise, le même poste et que lui il est payé plus, c'est interdit par la loi et la personne peut être condamnée. Hein. Donc ça n'existe pas. Et puis moi j'ai été chef d'entreprise, on pense chiffre d'affaires, donc on prendrait que des meufs. Hein. Si les femmes coûtent moins cher, on prendrait que des meufs. Réfléchissez. Non, elles coûtent moins cher. Vous savez comment ils sortent ce chiffre-là? Ils prennent 1000 femmes qui ont un diplôme, le bac, et 1000 hommes qui ont un diplôme, le bac, et ensuite on leur demande de nous donner à tous le salaire. Et ils mélangent et ils voient quoi? Les femmes touchent moins. Ouais, mais espèce d'idiot, parce que t'as des femmes qui restent à la maison parce qu'elles ont des enfants, tu vois, elles refusent de travailler, et ainsi de suite, tu vois. Ce que je veux dire, au pire, tu peux dire oui, mais l'accès à l'emploi aux femmes, on prend moins facilement des femmes, ce qui est faux, on prend plus facilement des femmes. Ou machin, mais c'est juste que par nature, la femme, dans nos sociétés, vont plus rester à la maison parce que c'est un travail à la maison. Hein. C'est un travail, hein, je précise. Quand je dis rester à la maison, s'occuper de la famille, des enfants, etc. Hein. Je ne dis pas rester à la maison, dormir. Donc, il faut prendre des choses correctement. Hein. Je précise. Enfin, bon, bref. Vraiment. Et essayons de vous faire comprendre d'où venaient les théoriciens du complot. Depuis avant que ces fichiers ne soient publiés. D'accord, donc nous savons tout ce qui s'est passé le 22 novembre 1963. Deuxièmement, 1963 JFK. JFK a été abattu. Le président JFK a été abattu alors qu'il était assis à côté de sa femme dans un véhicule qui circulait dans les rues de Dallas. Maintenant, il est important, avant d'entrer dans le vif du sujet, que vous ayez une compréhension historique de certains autres faits. Avant que Kennedy ne soit élu président, Eisenhower était président. Et juste avant, là, elle dit quelque chose et elle le dit, il faut comprendre même dans tous les domaines, avant de comprendre une problématique,
c'est un peu ce que je fais dans mes vidéos, il faut comprendre le contexte. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y a après? Qui te rapporte l'information? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est important. Et c'est là où tu vois qui dit vrai, qui dit faux. Avant de parler de l'assassinat de JFK, qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Et là, ça permettra de mieux comprendre l'événement. Parce que l'événement, il n'est pas apparu comme ça. Il y a eu quelque chose, il y a eu une origine. Ne quitte ses fonctions, il a averti le public américain que une ombre se formait, un gouvernement fantôme, pour ainsi dire, se construisait en arrière-plan. Il l'a qualifié de complexe militaro-industriel. Je veux que vous écoutiez attentivement ces mots ici. Elle parle de l'ancien président Johnson américain. Nous dépensons chaque année pour la sécurité militaire à elle seule plus que le revenu net de toutes les entreprises américaines. On se rend compte que le président avant Kennedy cette conjonction d'un était immense contre la guerre établissement militaire et d'une grande industrie d'armement est nouvelle dans l'expérience américaine. Et il dénonce le complexe militaro-industriel. Économique, politique, et même spirituel, qu'il y a un État dans l'État dans chaque ville, chaque palais qui de justice, influence chaque bureau toute la du société. gouvernement fédéral. Nous reconnaissons le besoin impératif de ce développement, mais nous ne devons pas négliger de comprendre ses graves implications. Notre travail, nos ressources et notre moyen de subsistance sont tout concernés. Ainsi en est-il de la structure même de notre société. Dans les conseils du gouvernement, nous devons nous méfier de l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel. Le potentiel pour la montée désastreuse d'un pouvoir mal placé existe et persistera. Nous ne devons jamais laisser le poids de cette combinaison mettre en danger nos libertés ou nos processus démocratiques. Nous ne devrions rien tenir pour acquis. Il est en train de dire, moi, il n'y a pas de souci pour défendre l'Amérique, investir dans l'armée, tout ce que tu veux, c'est normal. Mais les États-Unis n'ont pas à être influencés par des lobbies. Hein. Parce que sinon, au bout d'un moment, c'est eux qui dirigent le pays et plus moi, le président. La sécurité et la liberté peuvent prospérer ensemble. Donc il donne cet avertissement. Et c'est intéressant. Il dit bien, c'est-à-dire que si vous voulez rentrer en R, il n'y a pas de souci, on rentrera en R. Si vous voulez pas rentrer en R, on rentrera pas en R. C'est le peuple qui doit décider. Et là, le problème, lui, il dit, le problème, c'est que moi, il n'y a pas de souci. Si les demain, les Américains disent on attaque toute la planète, il n'y a pas de souci, on le fait. Mais c'est les Américains qui décident. Sauf que, il dit, on se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a des instances à l'intérieur qui nous font entrer en R alors qu'on ne veut pas entrer en R. Donc il y a un état profond. Et là, c'est Johnson, le président américain, qui dit ça. Parce qu'évidemment, beaucoup d'entre nous n'étaient pas vivants à cette époque. Beaucoup d'entre nous, même ceux qui étaient vivants à cette époque, ne se souviendraient certainement pas de ce discours. Mais il dit que c'est nouveau. Cette idée que l'Amérique est toujours en guerre est nouvelle, mais ce n'est pas nouveau pour nous. C'est juste que nous ne pouvons pas arrêter d'être en guerre au Moyen-Orient, en Ukraine. C'est comme un jeu de tape-taupe. Le complexe militaro-industriel est évidemment réel, et il existe. Et nous faisons maintenant référence à cela comme l'État profond. Et vous devez savoir que lorsque JFK est devenu président par la suite, il était explicitement contre la guerre. Vous devez comprendre. Lui aussi, il était d'accord pour dire qu'il n'y avait pas besoin que nous soyons engagés dans une guerre sans fin. On est censé crier, 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 gagner la Seconde Guerre mondiale. Et il s'avère qu'il y avait quelque chose qui agissait en arrière-plan et qui ne voulait pas vraiment cela. Et donc, l'avertissement d'Eisenhower, selon lequel ces personnes pourraient avoir une influence indue, peu importe cette force magique en arrière-plan, pourrait avoir une influence indue sur la politique américaine. Et Kennedy arrive au pouvoir et il se dit « Je ne suis pas pour cette guerre ». Écoutez ce qu'il avait à dire. À l'université américaine. Ce discours a été prononcé le 10 juin 1963, juste quelques mois avant qu'il ne soit assassiné. Je réalise que la quête de la paix n'est pas aussi dramatique que celle de la guerre. Et souvent les paroles des poursuivants tombent dans des oreilles sourdes, mais nous n'avons pas de tâche plus urgente. Certains disent qu'il est inutile de parler de paix ou de droit mondial ou de désarmement mondial et que cela sera inutile jusqu'à ce que les dirigeants de l'Union soviétique adoptent une attitude plus éclairée. J'espère qu'ils le feront. Je crois que nous pouvons les aider à le faire. Mais je crois aussi que nous devons réexaminer nos propres attitudes.
Et là, vraiment, je sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de dire et à qui il vous fait penser. Là, il est en train de dire clairement, c'est bon, faut arrêter la haine partout. Il faut la paix. Il faut vraiment faire la paix. Hein. Il y a des gens qui manipulent pour faire passer le discours de paix comme mauvais. Et le moyen possible pour qu'on arrive à la paix, c'est que l'URSS comprenne ce qu'il en est, qu'il s'éveille aussi comme nous, et que nous aussi, hein, il faut qu'on s'éveille et qu'on fasse une paix durable. Ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça? Ça vous fait pas penser à Donald Trump? Donald Trump, il a dit la même chose. Il veut la paix partout au Moyen-Orient. Il a expliqué que l'Amérique a massacré les gens du Moyen-Orient. On a perdu de l'argent, on s'est fait des ennemis. Tout ça pour l'intérêt de qui? Personne sauf Israël. Donc c'est ce que dit, il ressemble, c'est le discours même de Donald Trump, Kennedy, ce qu'il a fait. Et comme par hasard, qui c'est qu'on a vilipendé? JFK et Trump. Certains vont me dire, Samir, Trump il est en vie. Ah, il est en vie, mais croyez-moi qu'ils y ont mis la dose pour essayer de l'éliminer. Hein. En tant qu'individu et en tant que nation, car notre attitude est aussi essentielle que la leur. Alors, la question que nous devrions poser est pourquoi est-ce qu'aussitôt que vous commencez à parler de JFK, les gens vous qualifient de théoricien du complot? Et en particulier, vous remarquerez qu'il y a ces comptes sionistes qui s'affolent avant même de savoir ce que vous allez dire. Qu'est-ce qui, dans l'assassinat de JFK, déclenche une réaction chez les sionistes? Pourquoi font-ils semblant que c'est un acte d'antisémitisme d'explorer l'environnement et les choses auxquelles JFK s'opposait fermement? Je vais vous décrire cela et je vais utiliser uniquement des sources juives ici. Ainsi, nous pouvons nous dissocier de toute accusation d'antisémitisme. Ce sont juste les faits de ce contre quoi JFK luttait pendant qu'il était en fonction. D'accord. L'une des choses auxquelles il s'opposait était le Conseil sioniste américain. Il les voulait, ce qui allait devenir AIPAC. Nous avons toujours une discussion sur l'influence indue d'AIPAC dans nos élections aujourd'hui. Alors, c'est le lobby israélien aux États-Unis. Alors, il y a le conseil sioniste, je sais pas quoi, qui va devenir l'APAC et ensuite l'EPAC. Vous allez comprendre pourquoi ils ont changé de nom comme ça. C'est juste exceptionnel. À l'époque, ils étaient connus sous le nom de Conseil sioniste. Elle va parler de Brigitte Macron, elle va parler de l'Algérie, du Maroc. Vous allez voir, c'est exceptionnel ce qu'elle va dire. Américain. Et le ministère de la Justice de JFK leur a dit qu'ils devaient s'enregistrer comme étrangers. Agents en vertu du FARA? D'accord. Maintenant, je vais ralentir ça. Pour vous, car beaucoup d'entre vous ne savent probablement même pas ce qu'est le FARA. Alors là, ce qu'elle est en train de dire, c'est que aux États-Unis, vous êtes obligés, quand vous recevez de l'argent d'un pays étranger ou autre, quand vous avez une influence étrangère sur les États-Unis, vous êtes obligé de le mentionner. Et donc, Kennedy a expliqué avec son équipe que vous êtes une influence israélienne et vous essayez d'influencer et vous devez le mentionner. Ce qui est logique. Moi, demain, je suis payé par le Qatar pour tenir des propos. Vous devez le savoir. Je suis obligé de vous le mentionner. Sinon, c'est de la trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Donc, JFK demandait, vous devez mentionner combien vous avez touché d'Israël, qui vous finance, pourquoi, comment. Hein, comment ça se fait? Et il refuse. Et donc, cela colorerait votre imagination. Évidemment, si je dis toutes ces choses et que vous découvrez que je suis enregistré sous le FARA pour un pays étranger comme l'Ukraine, vous diriez, d'accord, ça a du sens. Candace me dit que nous devrions aller en guerre contre l'Ukraine. Mais je sais maintenant que Candace accepte en réalité des dizaines de millions de dollars d'Ukraine. C'est le but de l'enregistrement FARA. Là, elle est en train de dire, parfois vous avez des influenceurs, des gens comme ça, vous savez pas pourquoi ils vous disent, faut aller soutenir l'Ukraine. Courage! Il faut tout donner à l'Ukraine, il faut donner des milliards à l'Ukraine. Et après, vous apprenez que j'ai touché quelques millions de dollars de l'Ukraine. Vous comprenez mieux pourquoi mon positionnement, j'étais en fond en mode donne à l'Ukraine, soutien à l'Ukraine, parce que j'ai été payé. Et on s'est rendu compte que pendant le pass sanitaire pour l'injection, pour l'Ukraine et tout ça, et pour Israël aussi, les gens reçoivent de l'argent. Reçoivent de l'argent pour tenir certains propos, hein, je précise. Donc, lorsque le Conseil sioniste américain a vu le jour en 1949, il faisait du lobbying au nom du nouvel État étranger d'Israël. D'accord? Et JFK a dit, vous devez maintenant vous enregistrer sous le FARA. Encore une fois, j'ai expliqué pourquoi cela serait important, car cela changerait la façon dont vous comprenez les nouvelles qui vous parviennent. Essentiellement, nous comprenons que vous écoutiez une publicité.
Et parfois, vous vous demandez, quand vous voyez tous ces influenceurs, vous vous dites, qui les finance? Cette question naturelle de qui les finance. Ce serait infiniment plus important si vous saviez que c'était quelqu'un d'un pays étranger à l'étranger. Donc, nous allons prendre un aperçu. Nous allons examiner plutôt la préparation de l'assassinat de JFK et ses relations avec les sionistes. Groupe qui essayait de faire enregistrer sous le phara. Regarde ce site web, d'accord? Ce site web, et nous n'avons pas le haut de ça. Je veux savoir, Skylar, si ça ne te dérange pas, de montrer l'archive du lobby israélien. D'accord. Donc, elles mettent que des sources juives pour pas qu'on la traite d'antisémite et qu'on dise oui, mais c'est des archives manipulées. Ça, c'est les archives, écoutez-moi bien, c'est l'archive du lobby sioniste. C'est-à-dire que l'EPAC, tout ça, c'est le compte-rendu des réunions. C'est-à-dire que là, vous avez le compte-rendu des réunions du lobby sionard aux États-Unis depuis sa création, etc. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est que avant même que Kennedy devienne président, vous voyez ce qui se passe, leur réunion. Ah bon, Kennedy commence à nous casser la tête, pourquoi il commence à nous casser la tête, qu'est-ce qui se passe, comment, machin. Et en fait, tu suis. Et en fait, chronologiquement, tu vas suivre ce qui est en train de se passer avant l'assassinat de Kennedy et tu vas voir que il y a énormément de liens et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts avec ce qu'elle va révéler. Donc, je vais vous faire passer par une chronologie. Et vous pouvez en fait cliquer et voir ces documents. Ce sont des documents qui sont publiés publiquement. Ils existent tous, en fait. Et je vais vous faire passer en revue les éléments pertinents qui ont conduit à l'année des communications que son département de la justice. Le département de la justice de JFK avait avec l'AZC en disant « Et vous devez vous enregistrer » en tant qu'agent étranger. Là, au début, on voit qu'ils reçoivent la demande qu'il faut qu'ils s'enregistrent. 1962. Vous pouvez voir que l'assistant du procureur général et le directeur de la sécurité intérieure qui était J. Walter Yeagley informe le procureur général R.F. Kennedy que nous sollicitons la semaine prochaine l'enregistrement du Conseil sioniste américain. En vertu de la loi sur l'enregistrement des agents étrangers... Il leur envoie un message comme quoi que la semaine prochaine, il faut qu'ils nous décrivent tout leur dossier, qui les finance, qui, quoi, comment, etc. Y compris l'Organisation sioniste d'Amérique. Excusez-moi. Une semaine, hein, ils l'auront donné. Donc, plusieurs organisations diverses. Ils faisaient tous du lobbying au nom d'Israël. Et ils disaient, nous allons évidemment poursuivre cela. Le 21 novembre 1962, c'est encore une fois. C'est presque exactement un an avant qu'il ne soit assassiné. Le département de la justice leur a ordonné à l'AZC de s'enregistrer sous le phara. Et il y avait un reçu de tels fonds de la section américaine de l'Agence juive pour Israël qui constitue le conseil. Et en gros, il disait, vous devez absolument vous enregistrer. Votre demande est en cours. Et Skylar, je ne sais pas si tu as vraiment récupéré l'un de ces documents, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Nous allons continuer à avancer dans la chronologie. Maintenant, le 6 décembre de la même année, le président de l'AZC était un homme nommé Rabin Irving Miller et il a répondu au département de la justice. Et il a écrit ceci. Écoutez. La demande d'enregistrement contenue dans votre lettre soulève de nombreuses questions de faits et de relations qui doivent d'abord être résolues par nous. Donc là, ils répondent, vous êtes bien gentil la justice américaine de nous demander ça ou ça, mais avant, faut qu'on se concerte, faut qu'on discute entre nous, tu vois. Hein, et on va réfléchir, on vous donnera la réponse d'ici quelques mois. Hein, le temps de préparer le vilipendage de JFK. On va réfléchir, vous inquiétez pas. Avant que la conformité puisse être faite. Par conséquent, il est demandé que vous ayez l'amabilité de nous accorder un délai de 120 jours. Le département de la justice vous informe que vous devez vous enregistrer comme agent étranger. Le rabbin dirigeant ce groupe répond qu'il faut du temps pour réfléchir à cette demande, demandant 120 jours. Toi, votre demande est un peu, nous allons avoir besoin de temps en fait pour réfléchir à cette demande, et vous comprendrez que nous avons besoin de 120 jours, d'accord? Donc, dans ce cadre de temps de 120 jours, ils ont décidé d'incorporer officiellement l'IPAC. Le 2 janvier 1963, un homme nommé Isaiah Kenan a plutôt incorporé l'IPAC. Et ensuite, le conseil de l'AZC est... Alors, c'est vraiment traduit un peu avec les pieds. Hein. En résumé, excusez-moi parce que c'est traduit vraiment... bon, c'est bien ça en français, c'est plus facile à comprendre. En fait, ce qu'elle est en train de dire, c'est que la traduction, elle est mauvaise. C'est pour ça que c'est compliqué parfois. Elle dit en anglais que il devait s'enregistrer le conseil sioniste américain ou je sais pas quoi. JFK leur disait de s'enregistrer. Hein.
eux vont dire attendez, il nous faut un délai. Et ensuite, ils vont créer, c'est-à-dire qu'il y a le conseil machin, ils vont contrôler l'APAC. Pas les PAC, mais l'APAC. Mais le lobby, les PAC, hein, voilà. Et ils vont créer une deuxième structure, tu vois. C'est comme si moi, par exemple, j'ai une société et on me demande donne-nous ton chiffre d'affaires, c'est le contrôle URSSAF, on veut tout. Tous tes dossiers, rentrée d'argent, etc., ainsi de suite. Et moi, je leur dis attendez, il me faut un délai, tu vois. Je crée une deuxième société. Et j'envoie les documents de la deuxième société. Je dis bah rien, regardez, il y a rien. Alors qu'ils ont demandé sur la société première, vous voyez, c'est des petits malins. Eh non, regardez, dans notre association, il n'y a rien, on reçoit pas d'argent. En plus, on vient de la créer hier. Ils prennent vraiment pour des cons, quoi. C'est phénoménal. Retourné au DOJ et a essentiellement dit, vous savez, nous ne sommes pas vraiment prêts à nous enregistrer. Mais maintenant, nous avons une nouvelle organisation. C'est connu sous le nom d'AIPAC. Et si vous suivez cette chronologie, vous commencez à voir qu'il s'incorpore. C'est le 2 janvier 1963. Isaiah incorpore l'American Israel Public Affairs, comme je l'ai dit, la communauté AIPAC à Washington, D.C. Et puis, le lendemain, le 24 janvier 1963, quelques semaines après, le mémo de projet du DOJ dit essentiellement qu'ils ont rencontré l'avocat principal de l'ACC et qu'il a conseillé à son client de simplement interrompre l'agence précédente. Comme ALC. Et ils ont dit, nous espérons que cela résout le problème. En gros, nous sommes un nouvel AIPAC incorporé et cela devrait résoudre le problème. Et essentiellement, le DOJ a dit, non, cela ne résout en fait pas le problème. Et nous allons toujours avoir besoin que vous vous enregistriez disant essentiellement, nous avons besoin de vos dépenses. En résumé, le groupe de Kennedy et son équipe expliquent qu'on en a strictement rien à battre. Tu vois, on en a rien à foutre de vos stratégies, de faire un deuxième association, ceci, cela, machin. Non, on en a rien à battre. Vous êtes financé par un Israël, combien, qui, quoi, pourquoi, qui vous financez et ainsi de suite. Donc en fait, ça ne marche pas. Donc là, Kennedy commence vraiment à foutre les nerfs à certains. Nous devons savoir qui vous finance, d'où vient cet argent, et nous n'allons pas changer notre opinion à ce sujet. Et il continuait à se battre contre lui. Il continuait à se battre et disait « Nous ne vous donnerons pas ça du tout. » Ce qui se passe là, le 25 janvier 1963, c'est que vous commencez à voir ces articles qui commencent à apparaître dans la presse. Et donc, ils ont commencé à créer une campagne de pression par les pairs, disant essentiellement, et c'est une citation directe du Wall Street Journal, que s'ils avaient poursuivi cela, s'ils continuaient à exiger que l'ACC leur révèle ses dépenses et qu'il les finançait, l'opinion juive serait mauvaise pour le DOJ. Comme ça, l'opinion juive américaine allait être mauvaise. Donc elle est en train d'expliquer que à ce moment-là, le gouvernement Kennedy et tout ce que tu veux, comme ils insistent, tout le lobby sionard ont commencé à manipuler les médias pour faire pression sur Kennedy en disant oh mon Dieu, antisémite, etc. Pogrom, mon grand-père il a souffert, etc. Tu vois, donc ça, c'est-à-dire qu'ils ont commencé médiatiquement à nous faire du Hanouna, à tomber sur Kennedy et toute sa clique. Pourquoi ils nous visent nous? Pourquoi ils tombent sur nous? Pourquoi ils insistent autant? Parce que vous respectez pas la loi, vous êtes les seuls qui respectez pas la loi et le droit international. Donc voilà, là ils sont en train de dire faites attention, si vous continuez à nous saouler, la communauté juive américaine, elle va vous mettre des bâtons dans les roues et vous allez perdre les élections la prochaine fois. Donc ils ne devraient pas aller de l'avant avec ça. Cela se passait réellement. Et incroyablement, Inar, même Donald Rumsfeld, qui était congressman à l'époque, a écrit au DOJ en disant « Je suis inquiet que si vous continuez à pousser cette affaire, alors l'opinion sioniste juive va se transformer en Amérique. » Absolument sauvage. C'est comme si le département de la justice vous disait de vous enregistrer. Et maintenant, vous faites essentiellement du lobbying auprès des politiciens et vous faites du lobbying auprès des journalistes pour commencer à écrire ces articles. Et pour en quelque sorte implanter dans l'esprit américain et pour attirer dans l'esprit politique. Que cette demande est inappropriée, totalement inappropriée, parce que comment osez-vous nous demander de nous enregistrer? Ça n'a aucun sens. Tu ne comprends pas que nous sommes juifs et ça ne va pas bien se passer pour vous? Vous pouvez littéralement aller sur ce site web et regarder à travers les dépôts et regarder à travers les coupures de journaux. Et c'est la réalité. Il y avait une campagne de pression par les pairs, pas différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Quand je parle de l'AIPAC et que je parle de ces journalistes qui agissent là comme des tueurs à gages, et si vous n'acquiescez pas à ce que l'État d'Israël veut, ils sont là à vous traiter d'antisémites, comme Miller.
Ils ont tous ces influenceurs en orbite en ligne que nous pouvons supposer qu'ils reçoivent de l'argent d'une certaine manière. Mais nous ne le saurons jamais parce que l'AIPAC est maintenant un 501c3 et ils n'ont jamais eu à s'enregistrer en tant que FARA, mais ils ont fait ça dès le début. Et devinez quoi? La FARA est revenue et a dit « nous nous en fichons ». Nous pouvons évoquer cette chronologie. La FARA est revenue et a dit « nous nous en fichons ». D'accord, ça ne va rien changer. Vous allez en fait devoir vous enregistrer quand même. Donc voilà, on Peu importe combien d'articles de presse sont écrits. Vous pouvez nous faire pression, vous pouvez nous traiter d'anti-bip, etc., de pogroom, tout ce que tu veux. On n'en a rien à battre, vous allez respecter la loi américaine. On continue encore et vous revenez à cette chronologie et ça devient de plus en plus agressif. Elle explique que les comptes rendus du lobby Sionard, etc., là, quand tu vois les assemblées générales, tu te rends compte qu'ils sont de plus en plus sévères. En mode, oh bon, là, faut tu vois, ça devient, dans les articles, ça commence à être beaucoup plus sévère. Ils sont anti-CBIP, ils veulent nous éliminer, c'est eux ou nous. Et, en fait, tu vois que on rigole plus là, tu vois, on n'en est plus au débat, hein. C'est comme il disait Enrico Macias, maintenant, faut les dégommer physiquement, tu vois. C'est ça qui se dit. Et enfin, ce qui se passe, c'est que Hoover, qui dirigeait le FBI à cette époque, dit « Voulez-vous que je m'en mêle ?» Est-il maintenant temps pour nous d'intervenir en tant que FBI et de dire essentiellement « Vous vous enregistrez » ou sinon, comme sommes-nous maintenant à ce point? Essentiellement, où devons-nous procéder à des arrestations? Et ils prennent cela très au sérieux, parce qu'ils avaient déjà ordonné qu'ils s'enregistrent dans les 10 jours, et ils ont toujours refusé de le faire. Ils n'ont toujours pas bougé du tout. Et donc, ils réfléchissent à cela. Genre, devrions-nous faire intervenir les fédéraux? Impliqués à un niveau supérieur? Devons-nous faire intervenir le FBI? Impliqués? Et soudain, Farah revient aussi et dit « Nous pensons absolument que nous devrions les impliquer. » Alors, vous voyez cette tentative misérable du Conseil de l'ACC de dire « Eh bien, cela suffira-t-il si nous vous montrons nos états de revenus? » Et Farah dit « Absolument pas. C'est absurde. » Cela fait maintenant 1 an, encore une fois, en amont de la mort de Kennedy. Et vous pouvez le voir là. Le 11 octobre 1963, le DOJ exige que la ZC s'enregistre. Le département s'attend à une réponse de votre part dans les 72 heures concernant cette affaire. Donc là, au bout d'un moment, le système politique américain te dit, bon, on commence à en avoir marre, maintenant on vous laisse 72 heures. Hein. Vous nous avez fait patienter des mois et des mois et des mois et des mois. Maintenant, 72 heures, vous nous donnez les documents. Donc, encore une fois, ils essayent un petit peu de détourner l'attention. Hein. Et le problème, c'est ce que ne sait pas, à ce moment-là, le système américain, c'est que pendant qu'ils font durer le plaisir, derrière, ils étaient en train de corrompre tout le monde et en train de préparer l'assassinat de JFK. Hein. On poursuit, croyez-moi que c'est que le début, là. Et ensuite, vous pouvez voir le 17, que Walter Yeagley a noté lors d'une réunion du DOJ avec l'AZC qu'ils ont essentiellement dit qu'ils faisaient une demande pour ne pas s'enregistrer, affirmant que c'était l'opinion de la plupart des personnes affiliées au Conseil, que cet enregistrement serait tellement médiatisé par le Conseil américain du judaïsme qu'il finirait par détruire le mouvement sioniste. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela. Écoutez ce qu'elle dit. Si tout ce que vous devez faire pour être, genre, ce n'est pas un crime, c'est que vous pouvez être un agent étranger, non? Si tout ce que vous devez faire une fois que vous êtes enregistré sous le FARA est de révéler vos dépenses, de révéler comment vous êtes financé, de permettre aux gens de comprendre d'où vient cet argent, pourquoi serait-il aussi opposé à cela? 1 an plus tard, en utilisant des avocats. Donc là, elle est en train de dire, moi je pose une question simple. Tout le monde s'y prête à ça. Tout le monde est obligé de dire c'est qui est payé. Par exemple, demain, si je suis, moi j'ai pas de, qu'on appelle ça, de financement par des pubs ou je sais pas quoi, mais ça c'est un stylo bic. Demain, il y a pas de mal, hein. Il y a vraiment pas de mal. Oui, sachez que je suis payé, on me paye 10 000 balles pour faire la promotion des stylos bic. Hein. Vous comprenez que je suis payé, donc c'est pour ça que j'en fais la pub, j'en fais la promotion, je vous explique pourquoi c'est bien les stylos bic, peut-être certains vont acheter, ça fait de la pub, voilà, tout le monde est content, vous comprenez ce qu'il en est, machin. Maintenant, si je refuse de vous révéler par qui je suis financé, c'est que derrière, il y a un problème. Et si, en plus, il y a une parole de moi, un écrit de moi qui dit « Si les gens savaient par qui j'étais financé, tous ceux qui me regardent, ils se barreraient tous. » C'est qu'il y a quelque chose de grave derrière.
voyez ce que je veux dire? Qui j'ai financé, qui ceci ou cela. Alors que c'est quelque chose de naturel, il n'y a pas de souci. C'est normal, tu vois. C'est normal de mettre en avant des produits, tu vois. T'as des sociétés, je dis une bêtise, mais t'as des stylos de même marque qui sont à peu près, honnêtement, hein, faut dire la vérité, c'est de la même qualité, mais cette marque-là, elle me dit Samir, tiens, un petit billet, vas-y, on a envie. Tu sais, c'est un coup de pub. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a envie de faire un peu de pub sur notre produit. Vas-y, tiens, je prends un billet, mets-le en avant. Je le mets en avant. Ça veut pas dire que l'autre il est pourri, mais c'est juste pour le mettre un peu plus en avant, et ainsi de suite, etc. Là, si on veut cacher le truc, c'est qu'il y a quelque chose de grave derrière. En appelant des juges à s'impliquer, en essayant de persuader le public, en essayant essentiellement de provoquer une campagne de diffamation. Et en disant que cela va radicalement changer l'opinion juive, que cela va mettre le mouvement sioniste sur pause, qu'est-ce que cela aurait plausiblement révélé s'il l'avait fait? Je ne sais pas la réponse à ça. Je ne saurai jamais la réponse à cela parce que ce que nous savons, c'est que quelques semaines plus tard, JFK a été abattu. D'accord. Maintenant, si vous êtes se connectant instantanément les points et se disant « Oh, eh bien sûr, cela devait être un sioniste qui a fait ça », je pense que ce serait un peu trop tiré par les cheveux. Mais quand vous comparez les politiques de JFK qui ne voulaient pas qu'il soit financé et ce qui se passait en parallèle, bien sûr, c'est qu'il était au téléphone, en train de discuter, de crier, d'avoir des disputes avec le premier ministre Ben Gourion d'Israël parce qu'il ne voulait pas non plus qu'Israël, en tant qu'État, devienne armé nucléairement. D'accord. Et ils se disputent au téléphone. Ils ne déclassifieront toujours pas ces arguments qu'il avait, mais ils étaient absolument à couteau tirés l'un contre l'autre et ils se détestaient. Et ils étaient très opposés au réacteur de Dimona. C'est quelque chose que vous pouvez même trouver dans des discours comme celui de Kadhafi, quand il parle de ce qui est vraiment arrivé à JFK. Tout le monde sait qu'il était opposé, fortement opposé à Israël et à l'armement nucléaire. Il laisse un peu ça en suspens. Quand vous additionnez ces deux choses, vous vous dites, d'accord, eh bien, serait-ce une conspiration de suggérer que Ben Gourion et l'État d'Israël le détestaient et il était opposé à eux, et il était opposé à ce qu'ils reçoivent des financements, et il était opposé à eux, avoir une influence indue dans la politique américaine. Et puis il meurt, et ensuite, vous pesez cela par rapport au fait que le problème pour eux a instantanément disparu dès que JFK est mort. Parce que ce qui s'est passé, c'est que lorsque Lyndon B. Johnson est arrivé au pouvoir, il était le vice-président. Tous leurs problèmes ont été instantanément résolus parce qu'il a inversé le cours de tout. Et là, elle est en train de dire, en fait, c'est comme quand tu dis, il y a un crime, il faut suivre l'argent, et tu sauras c'est qui le vrai coupable. Qui a intérêt à telle ou telle chose? Et elle se dit, alors, vous avez vu un peu toutes les tensions qu'il y avait avec JFK. Alors, elle va aller plus loin. JFK voulait carrément stopper les aides pour Israël, etc. Il posait un véritable problème. Du moment où il a été éliminé, la seule politique qui a changé, c'est une politique pour entrer un peu plus en air et soutenir Am Israël et arrêter de lutter contre le lobby sionard. C'est ça qui a changé avec la mort de Kennedy. Donc, qui est responsable? Ensuite, elle précise, je crois qu'elle l'a dit tout à l'heure, mais pas vraiment, ou peut-être après, mais elle dit, ça ne fait pas forcément de quelqu'un le responsable, quand même. C'est-à-dire que oui, peut-être c'est un sionard qui a voulu l'éliminer, mais quand même, il y a des services de sécurité, il y a le FBI, il y a le machin, tout ça, la protection. À moins que ces gens-là n'étaient corrompus. Et justement, c'est ça qu'elle va aborder comme thématique. Ce qui est intéressant, c'est que LBJ a essentiellement appliqué les politiques exactement opposées à celles de JFK. Il était fondamentalement pro-guerre, d'accord? Vietnam, Cambodge. Prenons plutôt ce fait du journal israélien, Koretz. C'est littéralement une publication israélienne. Ils publient tous les jours. Ils ont écrit, je cite, cet article, vous pouvez le voir, s'intitule « Lyndon Johnson, Israël n'a pas eu de meilleur ami ». Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément amical envers Israël. Et puis ça dit après, Johnson F. Kennedy a été tué et Lyndon Johnson est devenu le 36e président. LBJ a dit à un diplomate israélien, « Vous avez perdu un très grand ami, mais vous en avez trouvé un meilleur. » En effet, c'est Johnson, en tant que chef de la majorité au Sénat, qui s'est opposé des années plus tôt au projet de Dwight Eisenhower visant à couper l'électricité. L'aide à Israël. Je cite cela de l'article. Ce n'est pas pour moi. Nous savons donc maintenant que, pendant qu'il
était au Congrès, il s'est opposé à Eisenhower, qui voulait couper l'aide. Donc on a Eisenhower Israël. et JFK qui, eux, D'accord. voulaient couper les aides à Bien, Israël. nous comprenons qu'il a inversé Et sa bim, position sur la politique Lui, du il était JFK, pour parce soutenir qu'il Israël et était- bizarrement, ils ont été éliminés Il continue et pas en lui. disant qu'il connaissait peu de Juifs en grandissant au Texas, mais qu'il a cultivé des amitiés durables en gravissant les échelons du Parti démocrate, qui était devenu le foyer politique naturel pour la plupart des Juifs. Les historiens considèrent généralement Johnson comme le président le plus uniformément. Alors, je vais aller très vite parce que là, pendant quelques minutes, elle va aborder le cas de Johnson. En fait, on se rend compte, les historiens, ils se sont rendus compte que quand tu remontes que son grand-père et ses grands-parents étaient juifs, hein, c'est qu'en fait, ce président-là, c'est un président juif. Et le cas, ensuite, t'as des sources israéliennes qui diront... un tel ne peut pas être par la suite, hein, ça serait bien qu'un président, un président américain, juif, ça serait bien qu'il y ait un premier président juif, et l'autre réponse c'est impossible. Ça sera impossible ça. Tout simplement parce qu'il ne serait que le deuxième. Le premier c'était Johnson, il était juif et c'était lui le premier président juif américain. Voilà, j'ai sauté le passage de généalogie, c'était pas très intéressant. Johnson, oui, était en réalité loyal à l'État d'Israël. Ouais. Et il avait des liens familiaux avec la communauté juive. Et sa tante, qu'il aimait tant, Juice Hatcher. C'était celle qui l'a élevé et lui a dit de faire toutes ces choses. Même si tu voulais croire tout ça, tu te dirais, d'accord, mais on parle de l'assassinat de JFK. D'accord? Cela nécessiterait de l'aide et de l'assistance de l'État profond, à savoir la CIA. Pense-t-on vraiment qu'ils auraient aidé dans ce genre de complot? Eh bien, vous devez savoir que lorsque JFK est devenu président, la CIA était active depuis environ 14 ans. LH a été créée en 1947, donc juste quelques mois avant la création de l'État d'Israël, avec la signature du président Harry S. Truman de la loi sur la sécurité nationale. Et je soutiendrai que la CIA est sans aucun doute l'entité gouvernementale la plus corrompue et meurtrière au monde, et pas seulement contre des gens à l'étranger, mais aussi contre le peuple américain. D'accord? MKUltra, ça vous dit quelque chose? Là, elle fait référence au fait que comment on appelle ça, la CIA a fait des expériences sur les Américains avec des produits toxiques, des choses. Ils ont aspergé des villes des produits pour voir l'effet que ça allait faire. En fait, ils ont expérimenté sur le civil américain. Disperser la CIA dans le vent. Ils voulaient simplement se débarrasser complètement de la CIA parce qu'ils comprenaient qu'ils Et Kennedy a annoncé officiellement qu'il voulait se débarrasser de la CIA. Ce que vous devez savoir, c'est que de 1953 à 1961, le directeur de la CIA était Alan Dell. C'est un Américain, définitivement pas juif. Sous sa direction, la CIA s'est engagée dans toutes sortes d'opérations secrètes illégales. Comme je l'ai dit, c'est très important que vous reteniez qui est ce personnage-là, Alan. Le programme MKUltra est le plus notoire, où il s'intéressait au lavage de cerveau des gens, à la création de candidats manchuriens, je veux dire les choses les plus sinistres que vous pourrez jamais lire. Et vous devriez vous plonger dans ces lectures, surtout si vous êtes l'une des personnes qui a acheté le chaos. C'était en effet un homme très sinistre. Mais est-il plausible qu'il y ait eu quelqu'un de qui il recevait des ordres? Est-il plausible qu'Alan Dulles, alors qu'il faisait toutes ces choses à la CIA, ait pu les faire parce qu'il était victime de chantage? Elle est en train de dire, mais ça, ce qui serait quand même fou, c'est que le directeur de la CIA, est-ce qu'il a fait ça de son propre chef ou potentiellement il pourrait subir du chantage? À votre avis, hein? À votre avis? Maintenant, je dis cela, je vais vous lire un article choquant. Un article choquant qui, je pense, assemble un autre énorme morceau de l'histoire de JFK. De qui était Alan Dulles? Alan Dulles, au fait, était aussi responsable de la commission Warren. Donc, il était derrière... La commission Warren, en fait, il était en plus... C'est-à-dire que ce mec-là, qui potentiellement a fait partie de ceux qui ont éliminé Kennedy, ce sont ceux qui sont occupés de l'enquête pour savoir qui a vilipendé Kennedy. Hein, donc forcément, tu penses bien que c'est particulier, tu vois. Donc c'est le coupable qui doit faire l'enquête sur lui-même. Raconter au public une histoire ridicule sur Lee Oswald. Lee Harvey Oswald. Il l'a fait. C'est fini. C'est tout. Une totale mascarade de comité. Et une mascarade de rapport. Et c'est très intéressant.
quand je vous donne ce petit morceau d'histoire que peu de gens connaissent. D'accord. Donc JFK voulait briser la CIA. Dans le vent. D'accord. Ceci est un extrait du New York Times. C'est eux qui ont publié cela en 1966. On y lit l'amertume de Kennedy et du président Kennedy. Alors que l'énormité du désastre de la baie des cochons lui revenait en pleine face, il a dit à l'un des plus hauts responsables de son administration qu'il voulait éclater la CIA en 1000 morceaux et les disperser au vent. Parce que la CIA faisait ce qu'elle sait faire, essayant de renverser des gouvernements à travers le monde. C'est ce que nous faisons, les gars. C'est ce que nous faisons. De quoi? Vous êtes en train de me dire que l'État profond américain déstabilise des gouvernements, déstabilise des pays? Quoi? T'es en train de me dire qu'il pourrait faire ça en Afrique et aux pays au Moyen-Orient, etc. Bizarre ça. Tiens, quand en Italie, l'Italie se développe et décide de s'écarter un petit peu plus, de s'approcher de Poutine et de Trump et à menacer Israël avec Giorgia Meloni, immédiatement, tu as de pseudo-italo-marocains qui ont reçu de l'argent, 2 influenceurs qui ont reçu de l'argent, qui ont dit quoi? Ouais, à tous les Marocains, faut tout retourner, faut envahir l'Italie, faut tous les massacrer. Ensuite, t'as un influenceur italien de souche qui dit quoi? On va tous les massacrer, air civil, etc. Ils sont manipulés. Vous avez la même chose en France, vous avez la même chose en Angleterre. Nous avons des gens qui sont payés de tous les clans pour appeler à la ère civile. C'est de la manipulation. C'est totalement de la manipulation. Désolé de te dire ça si tu pensais qu'on faisait ça dans l'intérêt de protéger les Américains. Ce n'est tout simplement pas vrai. Rien de ce que tu as appris en cours d'histoire n'est réel, d'accord? Et JFK a fait démissionner Alan Dulles de la CIA après le désastre de la baie des cochons à Cuba. Mais comme je l'ai dit, sûrement Alan Dulles, avant cela, devait être son propre homme. Personne n'aurait pu le manipuler, lui dire de faire toutes ces choses à la CIA. D'accord? Arrêtez tout parce que je vous dis que non, Alan Dulles a été victime de chantage. D'accord? Dois dire ça tout de suite. C'est choquant pour moi de voir que même quand je n'essaie pas de me pencher sur Israël, ils apparaissent partout. J'enquête sur des personnes qui font du chantage à quelqu'un. Un exemple concret, l'histoire de Brigitte Macron n'a rien à voir avec Israël. Donc elle est en train de dire, bizarrement, je suis pas antisémite, mais dès que je vais dans le sale, ils sont là. Le lobitionnaire est là, c'est incroyable quand même, tu vois. C'est quand même phénoménal. Et là, moi, je traite l'affaire Brigitte Macron, et puis bam boum, qu'est-ce que je vois? Devinez quoi? Algérie, Maroc, Israël, etc. Donc elle dit ça, elle dit, à la base, moi, j'ai traité l'affaire Brigitte, normal, et au final, qui c'est que je vois? De nulle part, pour ceux d'entre vous qui suivent cette histoire, nous arrivons soudainement à ce chapitre. Et nous apprenons qu'Emmanuel Macron était victime de chantage de la part d'Israël parce qu'il voulait qu'il établisse des relations plus étroites avec, je pense que c'était le Maroc, par rapport à l'Algérie. À chaque fois que je regarde comme ça, je me dis, oh, il y a encore une autre histoire à ce sujet, Israël et le chantage. Complètement fou si tu ne crois pas qu'Israël fait du chantage aux gens. D'accord, tu es complètement faux. Donc là, elle explique que Macron se fait tenir par les noisettes par Israël pour s'approcher du Maroc en dépit des intérêts français. Hein. C'est pas dans les intérêts français de faire ça. Et pourtant, c'est comme ça. C'est un moyen. C'est-à-dire qu'en France, on pense aux intérêts d'Israël. C'est eux qui décident de nos politiques. Personne ne pense aux intérêts français. Hein. Je le répète. En France, par exemple, on a décidé de boycotter l'Iran alors que c'était un des plus grands partenaires commerciaux. On pareil avec l'Algérie. Et ainsi de suite. On ne respecte pas le droit international, ce qui on en subira les conséquences. Et ainsi de suite. Parce que, dans l'affaire Brigitte, Israël fait chanter machin. Donc ils lui ont dit maintenant, tu vas reconnaître le Sahara occidental, machin, en dépit du droit international, tu vas dire que c'est marocain, tu vas fermer ta gueule et c'est comme ça. Et il a aboyé, il a dit ok, tu vois. Parce qu'il a peur qu'on sort les dossiers. C'est quand même phénoménal ce qu'on apprend sur Brigitte. Mais ne me croyez pas sur parole. Comme je l'ai dit, nous n'utilisons aujourd'hui que des sources juives.
D'accord, mais j'ai lu cet article que je pense que personne n'a lu sauf moi, mais probablement. N'hésitez pas, encore une fois, je rappelle, pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, à vous abonner et surtout partager sur les réseaux sociaux autour de vous, ma chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee parce que nous, on n'est pas financé par les packs. Hein. Moi, je suis pas financé par un Michrel et ça se voit, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je suis pas comme tous vos influenceurs, les trucs comme ça. Donc, quand ils disent aussi qu'ils influencent tout le monde, ils influence même l'opposition. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, quand on vous prévient, après, des années après, vous dites, Samir, ouais, t'avais raison, un tel... C'est-à-dire qu'ils font des faux positionnements. L'autre, il va te faire passer pour un musulman, l'autre pour un catholique, l'autre pour ceci, cela. Mais en final, ils sont là pour la haine. Bref. L'autre va se faire passer pour un gauchiste. Donc moi je compte sur vous pour soutenir la chaîne en faisant des dons. Il y en a qui font des gros dons, mais si vous étiez 1000 personnes à donner ne serait-ce qu'un euro, ça serait quand même exceptionnel. Faites la démarche un petit peu, hein, s'il vous plaît. Bon. Pas dans le magazine Ami. Maintenant, pour la postérité, parce que je serai traité d'antisémitiste, peu importe ce que je dis. Ami Magazine est un magazine d'information internationale qui s'adresse à la communauté juive, orthodoxe. D'accord. Il est publié chaque semaine à New York et en Israël. Le magazine a été lancé en novembre 2010 par le rabbin, Frankfurter et sa femme. Encore une fois, je dis cela seulement pour vous expliquer que les informations fournies ne sont pas antisémites. D'accord? Les faits ici ne se soucient vraiment pas de ta religion. Le 10 février 2021, le magazine Ami a publié un article qui m'a époustouflé et il s'intitulait « Chantage à Rockefeller ». Le scandale qui a aidé Israël à devenir un État. D'accord, tu es dedans. Nous faisons attention maintenant. C'est fou. Dans l'article, l'écrivain John Loftus réfléchit à la façon dont il a coécrit un livre qui s'appelait « L'arbre des témoins ». Alors, je vais te lire ce qu'il dit à propos de ce livre. Il écrit « En 2008, j'avais écrit un roman historique sur Reuven Shiloah. Souviens-toi de ce nom, Reuven Shiloah. Alors, ils disent comment faire chanter Rockefeller, la famille Rockefeller, sachant que, justement, elle explique après, nous, les gens pensent que l'état profond, c'est les Rockefeller. Et elle va expliquer que Rockefeller, c'est rien du tout. Robert Shiloah. Donc, il y a un livre qui a été écrit, une biographie, exprès pour justement... parce que souvent, ils font ça, ils écrivent des livres pour... balancer ce qu'ils font, tu vois, ça leur fait plaisir, ça les fait jouir. Mais écoutez, c'est phénoménal. Avec mon ami canadien et co-auteur Brendan Howley. Notre livre, L'Arbre des témoins, était une fiction basée sur des faits. Mais le publier en tant que roman m'a considérablement facilité la tâche pour contourner les censeurs de la CIA. Malgré des critiques élogieuses, les seules copies jamais publiées l'ont été par Random House Canada. Elle est en train de dire que malgré que c'est un très bon livre, il est quasi impossible de les trouver aux États-Unis. J'ai dû l'acheter au Canada. Trop sensible pour être publié en Amérique. Aux États-Unis, ça pose trop de problèmes apparemment. Les familles de 2 agents de la CIA, directeurs comme blanchisseurs d'argent pour les nazis. Pire encore, l'arbre des témoins révèle la vérité sur la façon dont Reuven Shiloah a utilisé sa connaissance de ses connexions secrètes avec les nazis pour faire chanter Nelson Rockefeller. Donc le Shiloah, là, le sionard, il a utilisé certaines connaissances qu'il avait pour faire chanter les Rockefeller, la famille Blue, en fait toutes les puissances américaines, tout l'État américain, toutes les personnalités américaines. C'est-à-dire que, et vous allez comprendre pourquoi après, mais en fait il les a tous fait chanter, tu vois. Le mec, il avait beau être CIA, ministre, président, tout ce que tu veux, il avait tellement des dossiers hardcore sur eux qu'il les faisait chanter, quoi. Afin de créer l'État d'Israël. Oh, d'accord. D'accord, il faut qu'on s'y mette. D'accord, donc ce gars-là, je vais ralentir ça pour toi. Ce gars, John Loftus, a publié un livre. Il a délibérément fait de son livre une fiction parce qu'il savait que la CIA le censurerait. Le livre n'est pas autorisé à être publié en Amérique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça me semble fou. Mais il essayait de passer au-delà des censeurs de la CIA. Et donc, il dit, oh, j'ai une petite histoire à te raconter sur la fondation d'Israël, et ça a à voir avec du chantage. D'accord. Maintenant, ça fait des années. John Loftus est dans le Massachusetts. Il travaille sur ce projet. Miles, à propos de l'espionnage en Israël, et un gars qui est aussi dans le département de recherche vient le voir et s'appelle Jim. Et Jim dit, hey, il y a ce gars, Dovey, qui veut vraiment te rencontrer.
Et donc, John dit, d'accord, ouais, bien sûr. Je suis content de rencontrer ton ami Dovi. Et il dit, ouais, Dovi est un diminutif de Dov Shiloah. Son père était Reuven Shiloah. Il écrit ça. Puis l'ampoule s'est allumée. Le père de Dovi, non. Seulement, il a fondé le Mossad, mais il était aussi un acteur clé pour obtenir les votes supplémentaires aux Nations Unies qui ont conduit à la création de l'État d'Israël. Alors, vous avez ce type, Reuven Shiloah, qui a fondé le Mossad, d'accord? Et dans son livre, il allègue, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas juste une allégation, et cela semble être un fait, que Reuven Shiloah a fait chanter Nelson, Rockefeller et la famille Dulles d'un seul coup à cause de leurs liens avec les nazis. Donc là, ce qu'elle dit... Alors, vous savez quoi? Je vais volontairement accélérer... je vais résumer... parce que là, on est rendu quoi? À 55 minutes. Je vais résumer très vite ce qu'elle va dire. Ben voilà. En fait, le créateur du Mossad et sa famille et ses sionards, etc. Et ainsi de suite, ils vont faire chanter la famille Rockefeller parce que les Rockefeller et la famille Bush... ils ont financé Adolphe, hein, ils ont financé l'Allemagne nazie. Faut bien comprendre que t'as des gens, c'est du business, hein. Il y en a, ils s'en balèquent, hein. Il y en a, ils ont vu l'Allemagne naze. Ils ont vu l'Allemagne naze, ils s'en foutaient. C'est là pourtant quelqu'un qui vend une arme, quelqu'un qui vend des armes, il produit des armes, il vend des armes. Qu'est-ce qu'ils s'en balèquent, qui dit aux Russes, allez les Russes, vous voulez des armes, les Allemands, vous voulez des armes, les Américains, vous voulez des armes. Moi, je m'en fous, moi, je produis, ça me fait de l'argent. Tu vois, c'est gravissime, tu vois. Et donc. Le Allen Dulles, la famille de la CIA, la famille de Allen Dulles, le gars de la CIA, là, machin, il avait un frère et ils avaient une sœur, ok. Et ensuite, ces gens-là ont fait du business avec Adolphe. Ce qui est gravissime. Ils ont fait des sociétés grandes, des fausses sociétés pour faire du business avec Adolphe. Pareil, les Rockefeller ont fait la même chose. Pareil, la famille Bush. Ok? Et donc, voilà, c'est secret. C'est familial, c'est secret entre eux. Le problème, c'est que il y a Eleanor, si je me trompe pas, dans la famille Dulles, Eleanor Dulles, qui va se marier avec un juif. Elle va rencontrer un professeur juif dont elle va tomber amoureuse et ils vont vivre ensemble. Le parfait amour, il n'y a pas de souci. Et donc, le problème, c'est que les nazes, ils vont dire, attendez, vous nous vendez des armes, la famille Bush, la famille Dulles, la famille Rockefeller, et puis l'autre, dans votre famille, elle est mariée avec un juif. Non, on peut pas accepter ça. Et donc, on ne sait pas comment, mais son mari, à Eleanor Dulles, il va sauter la vie. Alors, est-ce qu'il va le faire volontairement ou c'est ses frères qui vont l'éliminer? On ne sait pas. Mais on sait qu'elle l'aura en travers de la gorge. À ce moment-là, leur sœur, à la famille Dulles, elle va récupérer tous les dossiers, elle va faire des doubles, elle va tout copier ce que les frères... Parce qu'elle savait ce qu'ils faisaient les Rockefeller et ses frères. Toi, c'est ses frères, ils vivaient ensemble. Donc, elle va copier tout, elle va prendre les factures, elle va tout copier et elle va envoyer aux sionards. À Amisraël, la société, etc. Qui, par la suite, eux, vont les faire chanter. Voilà ce qui s'est passé. Incroyable. Elle précise également que les sionards sont en avance par rapport à tous parce que c'est eux qui ont compris l'importance de la manipulation des médias, de l'influence, des journaux, etc. Et plutôt que de s'afficher et de manipuler les gens, autant prendre un faux coupable, c'est-à-dire les Rockefeller, certaines familles. C'est-à-dire que tu manipules certaines familles qui, eux, vont manipuler les programmes scolaires et tout ce que tu veux. Et au final, quand les gens vont se révolter, ben, ils vont viser ces familles-là et pas nous. Hein. Alors quand c'est comme ça, c'est ce qu'elle précise. Là, ce qu'on vous dit, c'est la réalité, hein, c'est historique. Vous compreniez mieux maintenant pourquoi tout l'appareil d'État est manipulé. Hein, ils se font chanter. Dire. Revue Ami. Cherche sur Google. Le magazine Ami parle de comment le Mossad a fait chanter en un seul coup les Bush, les Rockefeller et la famille Dulles. D'accord? Et il a publié un livre. Donc tu peux y aller. Tu ne peux pas vraiment obtenir ce livre en Amérique. Tu peux avoir du mal à mettre la main dessus au Canada, mais tu pourrais peut-être trouver une copie numérique de l'Arbre témoin. Je n'ai pas lu ce livre, au fait. Je n'ai lu que cet article. Les gars,
Quand j'ai lu cet article, j'étais vraiment choquée. Et sincèrement, je me disais juste, j'essaye de relier les points ici. Genre quoi? L'Amérique a clairement été occupée à un moment donné et je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Genre, comment toutes ces entreprises américaines ont-elles soudainement été complètement soumises et on dirait qu'on fait juste consciemment le jeu d'Israël. Et je trouve cet article et mon esprit est bouleversé. Et ce n'est pas de l'antisémitisme, mes amis. C'est le magazine Ami. C'est très juif. D'accord? Je n'étais probablement même pas autorisée à le lire. Je ne suis pas un juif orthodoxe. Je ne sais même pas si j'ai le droit de le lire, mais je l'ai lu. Et maintenant, tu vas le lire et les choses deviennent folles. Donc, tu dois juste accepter que ce sont les faits. Ce n'est pas une théorie du complot. Personne ne peut discréditer cet article. Donc, la raison pour laquelle Dovey, le fils de Reuben, venait voir Reuben, c'est parce que Jim a expliqué que Dov voulait me parler de son père qui était décédé à l'âge de 49 ans. Donc, apparemment, Reuben Shiloh est décédé à l'âge de 49 ans alors qu'il n'avait que 18 ans. Quand l'appel vidéo a commencé, Dov m'a dit « Je pense que tu sais peut-être plus de choses sur mon père que moi. » Et puis, il l'a regardé. À ce moment-là, Dov était vraiment vieux. Dov avait 80 ans. Et il a dit « Comment peux-tu refuser à un homme de 80 ans la vérité sur son père ?» Alors, nous avons commencé à parler et il lui a parlé de son père et de comment c'était à l'époque. Maintenant, vous pouvez examiner l'implication de Nelson Rockefeller pour obtenir, comme je l'ai dit, des votes permettant à Israël de devenir une nation. Et un autre élément se met en place. D'accord? Et voici mon point de vue. Israël s'est corrompu depuis sa création. Je ne sais pas comment quelqu'un pourrait le nier. Et quand vous apprenez que ces méthodes ont été utilisées depuis toujours et qu'ils avaient leur mot à dire à la CIA grâce à Allen Dulles, qui dirigeait la politique, cela devient encore plus clair. Et comme je l'ai dit, ils sont impliqués dans tellement de scandales de chantage. Tu te souviens de l'histoire de Matt Gaetz? Tu te souviens? Retrouvez cet épisode sur mon podcast. Après ça, j'étais complètement abasourdie en pensant à ce qui est arrivé à Matt Gaetz sans raison apparente. Comprendre pourquoi Matt Gaetz ne fera plus partie de l'administration Trump. Et tout à coup, nous avons une histoire de chantage impliquant Israël. Je me suis dit, pourquoi Israël est toujours impliqué dans chaque histoire de chantage? Parce qu'ils ont mené une opération de chantage très sophistiquée. C'est juste la réalité des choses. Et ils ne voulaient désespérément pas enregistrer. Un pat. Tellement désespéré. Je ne dis pas que cela a à voir avec l'assassinat de JFK, mais je vous aide juste à assembler les pièces en posant des questions. Don. Comment oses-tu poser des questions? Alors voici la vérité, d'accord? Israël a toujours été intéressé par le contrôle des esprits américains. Et maintenant, quand vous comprenez qu'ils ont fait chanter la famille Rockefeller qui publie des livres américains, la famille Rockefeller qui est impliquée dans la médecine américaine, D'accord, tu commences à poser beaucoup plus de questions. Et les preuves sont accablantes qu'ils ont toujours eu un investissement. Bien sûr qu'ils étaient proches. Il n'y a aucune chance qu'ils aient pu survivre aussi longtemps sans prendre le contrôle de notre armée. D'accord, sans prendre le contrôle, ou faire du chantage et s'impliquer. Le Mossad et la CIA, je pense qu'ils font partie du même organisme, et cela fait très longtemps. C'est moi qui fais des suppositions maintenant, prends-le ou laisse-le. Je m'en fiche vraiment. D'ailleurs, Trump va dénoncer la CIA et montrer que la CIA a financé tous les groupes terreaux, Daesh, État islamique et ainsi de suite pour détruire les pays autour d'Israël. Donc c'est ça. Alors il faut bien comprendre ce qu'il en est. C'est ce qu'on appelle l'État profond et ainsi de suite. Je précise. Et je le répète, vos figures pro-palestiniennes en France sont toutes financées par Israël. Vos figures pro-palestiniennes en France sont toutes financées par Israël. Et ils font une opposition, ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Même ceux qui sont patriotes d'extrême droite, d'extrême gauche, ils sont tous financés. C'est quand même phénoménal, mais il faut vraiment que vous appreniez à détecter le faux du vrai. Je me fiche littéralement du nom que tu vas me donner pour penser que je vais réfléchir tant que j'ai encore la permission de le faire. Et comme je l'ai dit, je pense que les preuves sont accablantes. À bien des égards, et je dirais qu'Israël a pris beaucoup d'avance sur nous en ce qui concerne la compréhension de l'importance de l'éducation, de l'information, de la guerre et de la propagande. Par exemple, Wikipédia, une source incontournable. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Elle parle de Wikipédia. Elle dit Wikipédia, quand ça a été créé, vous remarquerez que Wikipédia, c'est toujours en top 1. Dès que tu mets quelque chose, bim, t'as le truc Wikipédia qui apparaît. Et elle dit que, à ce moment-là, immédiatement, et les amis israéliens, là, font des réunions avec des centaines et des centaines de personnes qui sont payés avec nos impôts en Europe, qui sont payés en amis israéliens pour faire que des messages sur Wikipédia.
faire des fiches. Voilà. Nanana. Ce qui veut dire que, et il le dit, maintenant quand tu veux t'intéresser sur Gaza, eh bien en fait, tu vas t'en renseigner, mais c'est les amis israéliens qui ont écrit l'histoire. En fait, maintenant, ce sont eux, les sionards, qui écrivent l'histoire. Tu vois. Donc tu vas me dire, ouais, mais parfois il y a des moments, ils disent non, ils vont faire un discours avec des vérités et beaucoup de choses fausses, et ainsi de suite. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont tout le temps là où il faut informer, modifier l'histoire, etc. et changer le narratif pour influencer les populations occidentales, arabes et tout ce que tu veux. Et dès que Wikipédia s'est lancé, direct, ils sont intervenus. Ce qui montre qu'ils savent que c'est une importance là où la majeure partie des gens ne savaient pas du tout. Hein. Ils étaient là en mode ah bon, je sais pas, on s'en fout, tu vois. Donc c'est quand même exceptionnel ce qui s'est dit. On va s'arrêter là. Mais vraiment très bonne enquête de Candace Owens sur le sujet. N'hésitez pas à voir mes vidéos. Moi aussi, hein, je fais quelques petites recherches avec quelques révélations. Ça serait intéressant de regarder tout ça pour la compréhension. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis je compte sur vous, soutenir la chaîne, à don et tout ce qui s'ensuit. Des bisous à tous. Puis s'il y a d'autres vidéos intéressantes comme ça à analyser, on le fera. Et voilà, prenez soin de vous.